Énormément de tables partagent la préoccupation de l'obsession pour la croissance, les indicateurs de PIB et la logique des bénéfices est un frein à la transition. Ils constatent que la logique d'intérêt financier prime sur l'intérêt commun. Sur le point suivant, énormément de tables identifient que les grands groupes et les lobbies exercent une pression directe sur le gouvernement qui, par conséquent, n'investit pas dans l'écologie. Avant-dernier point, les participants constatent un manque d'engagement des grandes entreprises et demandent comment les inciter ou les contraindre à changer leur fonctionnement. Le dernier point, les participants s'interrogent sur les leviers financiers pour faciliter les transformations en faveur de l'environnement. Les participants se posent la question de la capacité des citoyens à accepter de changer leur mode de vie. D'autres soulignent une résistance au changement, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Donc deuxième point, la situation individuelle de chacun peut être un blocage. Certaines personnes ne sont pas dans une situation sociale qui leur permet de se préoccuper de l'écologie. Troisième point, la culpabilité seule est davantage un point de blocage. Elle laisse les personnes seules face au problème. Il ne s'agit pas d'agir dans 20 ans, ni même dans 10 ans, il s'agit d'agir maintenant. Et donc je pense que c'est vraiment essentiel, le travail que vous allez faire me paraît à cet égard essentiel pour lever les blocages, pour trouver les bons chemins ensemble. Évidemment, face à la situation de dérèglement climatique, en fait, on a plusieurs façons de faire. Soit on se dit qu'on veut se projeter dans l'avenir, qu'on veut construire ensemble une autre société, des autres modes de fonctionnement, soit on met la tête dans le sable et on refuse de regarder ce que le dérèglement climatique a comme impact sur nos vies de tous les jours. Si vous êtes là, c'est évidemment que vous souhaitez participer à construire ensemble une nouvelle vision de la société et le chemin pour y parvenir. Et ce que je pense important aussi de dire, c'est que les mentalités évoluent très vite. Il y a quelques mois, faire payer la pollution des avions, mettre en place une consigne sur les plastiques, interdire les véhicules les plus polluants dans le centre des villes qui ont un air pollué, paraissait pas possible. Et en fait, maintenant, ça paraît évident. Je voudrais aussi vous citer peut-être 2 autres exemples. Dans le précédent quinquennat, une loi a été votée pour interdire l'utilisation des sacs plastiques à usage unique. Et à l'époque, moi je me souviens qu'on nous disait « mais c'est impossible, comment voulez-vous qu'on fasse, comment on va faire en rentrant de son supermarché, on ne va pas ramener les marchandises dans ses poches ». Bon, voilà. En fait, ça paraissait impossible. Aujourd'hui, ça paraît évident. Au début du quinquennat, moi, je suis convaincu que le vélo, par exemple, c'est un très bon mode de transport. Ça n'est pas juste un loisir. Il y a quelques années, ça représentait beaucoup plus dans nos modes de déplacement, puis ça s'est effondré. Et aujourd'hui, je suis convaincu depuis le début que ça peut être un mode de transport à part entière, pas simplement Vélib à Paris, mais partout en France, et y compris dans des petits villages, y compris à la campagne. En 2 ans, moi je constate que ce qui paraissait pas possible, ou en tout cas on nous disait ça ne va pas marcher, on a lancé un appel à projet auprès des collectivités, on a 150 territoires qui ont répondu, et on va mettre en place, on va accompagner des collectivités pour développer le vélo. Alors ça peut paraître anecdotique, les sacs en plastique et le vélo, mais je pense que c'est représentatif du fait que finalement on peut changer les comportements, que voilà, ce que je disais, ce qui paraissait impossible hier, apparaît possible aujourd'hui. En fait, la question de la transition écologique, comment on s'y intéresse quand on est un responsable syndical ou un syndicaliste, c'est tout simplement que notre modèle productif s'est bâti sur un système reposant sur les énergies fossiles polluantes, donc fortement émetteur de carbone, et qu'il y a besoin de le transformer, on le sait tous maintenant, et que ça aura des conséquences très concrètes. Ça aura des conséquences très concrètes sur le travail, sur les emplois, sur la façon de vivre les mobilités, sur aussi l'impact de la pollution sur les travailleurs eux-mêmes, etc., etc.
Et donc, ça suscite à la fois beaucoup d'angoisse, sentiment de quelques opportunités, mais beaucoup d'angoisse. Et donc, la Confédération syndicale internationale a un slogan qui dit il n'y aura pas d'emploi sur une planète morte, mais il n'y aura rien sur une planète morte. Donc, ça veut dire que c'est ça le fil de l'engagement, finalement, des organisations syndicales sur cette question-là. Et moi, j'ai envie de dire que s'il faut regarder quels sont les blocages aujourd'hui, il y en a un, d'abord, c'est de définir l'horizon. L'horizon. C'est quoi le modèle de développement? C'est quoi le modèle productif? C'est quoi le modèle du travail? C'est quoi le modèle de société? C'est quoi le modèle démocratique qu'on veut construire demain? Il faut sortir d'une seule logique budgétaire. C'est absolument indispensable. Si on se dit que l'avenir, il ne peut pas être autrement que de ralentir le réchauffement climatique et donc de s'inscrire à la transition écologique, il faut très clairement qu'on définisse que ça, c'est l'objectif numéro 1 et que ça nécessite des milliards et des milliards d'investissements. La question, c'est comment les trouver. Et il y a sans doute des débats à mener là-dessus. Il y a aussi à s'interroger sur la question européenne. Aujourd'hui, pourquoi l'investissement massif dans la transition écologique compterait encore dans la règle budgétaire des 3%? C'est des sujets qu'il faut pouvoir aborder de face. Et c'est la responsabilité aussi de choix politiques clairs à opérer. Pourquoi est-ce que les entreprises ont mis du temps à se mobiliser? Je crois que comme chacun d'entre nous, le phénomène auquel nous assistons est inouï dans l'histoire de l'humanité. Songez que le premier puits de pétrole date de 1859 et qu'en à peine plus d'un siècle, nous aurons consommé quasiment le 5e ou le quart du pétrole qui a été amassé pendant des dizaines de millions d'années dans le sol. Donc, dans l'histoire de l'humanité, ça ne s'est jamais vu. Et il a fallu du temps pour comprendre cette fameuse courbe de hockey que montrent les économistes américains. C'est-à-dire que pendant toutes les années qui nous séparent de l'an 1000, le climat a toujours été le même, sauf que depuis 1980-1990, nous avons eu 2 décades qui se sont trouvées systématiquement 1 degré de plus que toutes les autres décades des 10 siècles qui nous ont précédés. Donc le phénomène, il est récent, il est inouï, et il nous faut du temps pour résister à la sidération du fait que non seulement il est inouï, mais c'est nous qui l'avons provoqué. Je suis administrateur d'une entreprise de réassurance, ce sont des entreprises qui assurent les assureurs. Eh bien, aujourd'hui, nous n'en dormons pas. La fonte du permafrost, ce sont des nouvelles bactéries qui vont sortir de terre et des épidémies. Le réchauffement de l'océan, il suffit que dans quelques années, nous ayons des océans qui atteignent 50 degrés. Aujourd'hui, au maximum, ils atteignent 27 degrés. Pour qu'on n'ait plus des hurricanes, mais ce qu'on appelle des hypercanes, c'est-à-dire des hurricanes de taille 5 fois plus grande, avec des vents de 800 km à l'heure et une pression atmosphérique à l'intérieur du hurricane qui fait qu'il peut durer plusieurs semaines. Les entreprises sont mobilisées. Il se trouve que je préside une association qui s'appelle Paris Europlace, qui promeut la place financière de Paris. Quelle est notre ligne directrice? Elle consiste à dire qu'il faut que les financiers du monde entier viennent faire de la finance à Paris, non pas parce que la finance quitterait Londres à cause du Brexit, mais parce que Paris est une place originale qui attache une place particulière à la finance verte et responsable. Et nous attachons beaucoup de prix à développer, de la part des établissements financiers, des comportements qui aident à financer la transition énergétique. Les grandes entreprises françaises sont regroupées dans une association qui s'appelle Entreprises pour l'environnement, qui a réalisé l'an dernier une étude qui s'appelle ZEN, Zéro émission nette pour 2050, étude extrêmement scientifique qui aboutit à 3 conclusions. La première conclusion, c'est qu'il est possible d'atteindre la neutralité carbone en 2050 sans atteindre au dynamisme de l'économie, mais il faut évidemment qu'on réduise nos émissions de gaz à effet de serre de 4% par an, alors qu'auparavant c'était de 0,5%. Deuxièmement, cette neutralité est souhaitable car les modes de vie seront plus sains et plus confortables. Et troisièmement, ça n'est possible que si les entreprises, les pouvoirs publics et les populations décident d'agir ensemble. Les raisons du surplace, Jean Tirole, le prix Nobel d'économie français, les résume très bien, qu'on appelle le problème du passager clandestin. Lorsqu'un pays prend des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est l'ensemble de la planète qui va en profiter. Donc si un pays qui représente 1% de la population de la planète arrivait à être à 0 émission nette et qu'aucun autre pays ne le faisait, eh bien ce pays se sacrifierait pour un bénéfice tellement dilué qu'il en perdrait la perception.
Et cette neutralité carbone, cet équilibre naturel qu'on veut retrouver entre les émissions et l'absorption des émissions par les milieux naturels, eh bien, ça veut dire des changements extrêmement profonds. Je crois que vous l'avez vu dans vos livrets d'information, ça veut dire plus d'essence et plus de diesel dans les voitures et les camions. Ça veut dire plus de fuel, plus de gaz fossile pour se chauffer. Ça veut dire un changement d'alimentation vers plus de protéines végétales. Ce sont des changements vraiment profonds. On n'est pas à la marge et il faut les faire vite. On vous dit qu'il faut acheter des véhicules moins polluants. Mais en même temps, vous avez des tas de publicités qui vous disent qu'il faut acheter des SUV, il faut acheter des véhicules qui polluent plus et qui consomment plus d'essence. Et résultat, en 2018, les véhicules neufs vendus, en moyenne, émettaient plus de CO2 que les véhicules neufs vendus 2 ans plus tôt. Et au sein même du gouvernement, on a maintenant des budgets carbone, on a des plafonds d'émissions de gaz à effet de serre que la France ne veut pas dépasser, mais on ne peut pas dire qu'il y a une unité au sein du gouvernement, on ne peut pas dire que ce soit vraiment la priorité du gouvernement de ne pas dépasser ces budgets carbone. Et le résultat, c'est que sur les dernières années, depuis qu'on a des budgets carbone, on les a toujours dépassés. C'est-à-dire que la France explose à chaque fois ses résultats, ne suit pas du tout ses objectifs en termes de baisse d'émissions de gaz à effet de serre. On dit qu'il faut rénover le logement, mais si vous êtes locataire d'une passoire énergétique, c'est-à-dire d'un de ces logements qui sont très mal isolés, vous payez une facture d'énergie, vous payez une fortune. Vous n'avez même pas chaud parce que votre logement il est tellement mal isolé. Votre propriétaire, il ne veut pas faire de travaux. Et le prix de l'énergie continue à augmenter. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous n'êtes pas en colère face à ces messages contradictoires? Et qu'est-ce qui se passe face à ça? Eh bien, il y a une loi sur l'énergie et le climat qui a été votée récemment. Dans cette loi, il y a plusieurs parlementaires, y compris de la majorité, qui ont proposé d'inclure une mesure pour interdire progressivement à la location les passoires énergétiques, pour obliger les propriétaires à faire les travaux. Ils ont proposé des mesures et à la fin, en plénière, le gouvernement est arrivé avec une mesure qu'il avait, un amendement du gouvernement, en disant « je siffle la fin de partie, c'est fini, on reporte à plus tard cette obligation de rénovation ». Donc voilà concrètement comment ça marche. On sait qu'il y a effectivement des emplois qui vont être perdus avec la transition énergétique. On a parlé des centrales à charbon. On sait aussi qu'il y aura plus d'emplois créés que d'emplois perdus avec la transition énergétique, parce qu'il y a plus d'emplois dans les énergies renouvelables, dans la rénovation des logements, que des emplois actuellement dans les activités comme les centrales à charbon. On l'a vu, sinon un autre frein, c'est de penser que les petits gestes vont suffire. Les petits gestes sont nécessaires. Les bouteilles en plastique, vous en parliez, j'ai vu aussi, je voyais aux images quand c'était diffusé ces bouteilles en plastique, et ça m'avait fait aussi réagir. N'empêche qu'il va falloir aller au-delà, des mesures beaucoup plus fortes. Et donc il va falloir débattre de mesures qui ne font pas consensus, de mesures qui ne font débat et qui vont faire également débat entre vous. Et je vous incite à ne pas avoir peur de ces débats houleux entre vous et à rentrer dans ces mesures. Par exemple, interdiction progressive à la location des passoires énergétiques. Par exemple, des normes plus strictes sur les ventes de véhicules neufs. Par exemple, taxer la pollution, mais pas de manière injuste. Par exemple, stopper la publicité pour les véhicules les plus polluants. Et certains vous diront que les propositions que vous faites ne peuvent pas être mises en œuvre. Je vais finir rapidement. Par exemple, en 2007, au moment du Grenelle de l'environnement, on voulait interdire la culture d'OGM en France et tout le monde disait c'est impossible d'interdire la culture d'OGM en France parce que c'est homologué au niveau européen, c'est l'Europe qui décide, etc. Jusqu'au moment où quelqu'un a trouvé quelque chose qui s'appelle la clause de sauvegarde. Et donc tout ça pour vous dire, ne vous laissez pas impressionner quand on vous dit que c'est juridiquement pas possible. Il y a toujours un moyen. Dites ce que vous voulez et il y aura un moyen juridique. Comment expliquer lors de la crise économique de 2008, l'État, les politiques ont trouvé les financements pour sauver les banques et les entreprises automobiles. Pour cette crise écologique, pourquoi ne retrouvent-ils pas le financement ? Comment expliquez-vous que la SNCF ferme les petites lignes et que l'on soit obligé de passer par Paris pour aller en province en train ? Également, comment expliquez-vous que le train, actuellement, soit plus cher ou aussi cher que l'avion? Et pourquoi le ferroutage ne se développe-t-il pas plus en France? Quelle est la cohérence entre la nécessité ou la volonté de réduire les émissions de CO2 et en même temps de signer les accords du CETA, donc avec un des pays parmi les plus pollueurs, et qui entraîne du coup des échanges internationaux, donc très longue distance?
Merci. C'est comment expliquer que les transports respectueux de l'environnement comme le train ne soient pas plus développés, favorisés et qu'ils soient si chers? Sur 80% du territoire, les collectivités, les élus en proximité ne se sont pas saisis du rôle qu'ils peuvent avoir en termes de mobilité pour proposer des solutions alternatives à la voiture. Sur le transport ferroviaire, vous savez, on n'a jamais investi comme on le fait dans ce quinquennat sur le transport ferroviaire parce qu'on a, pendant des décennies, fait des TGV et qu'on a négligé le réseau ferroviaire classique. Donc on va investir 50% de plus dans ce réseau ferroviaire et moi je suis pour, évidemment, développer le transport ferroviaire, en particulier autour des grandes villes où on n'a pas du tout, dans les autres régions, les RER qu'on a à Paris. Donc je pense qu'on va investir sur ce point-là pour doubler la capacité des lignes de chemin de fer qui permettent d'aller à Bordeaux, à Nantes, à Lyon d'ici 2030. Et je pense qu'il faut effectivement beaucoup plus de transport ferroviaire pour les personnes, mais on a là aussi prévu d'investir. Ça doit être 2,6 milliards d'euros dans les 10 ans. Et sur le fret ferroviaire, alors là, ça mériterait peut-être que vous ayez des débats sur ces sujets, parce que ça fait des années que tout le monde se dit que c'est bien le fret ferroviaire et puis qu'il y a de plus en plus de camions. Bon, donc on essaye, on a des propositions, mais je ne vais pas les détailler aujourd'hui. On peut se dire qu'il y a des propriétaires qui louent des logements mal isolés parce qu'ils trouvent ça simple, que ça rapporte de l'argent et que finalement, s'ils investissent pour faire des économies d'énergie, ça ne leur bénéficie pas à eux, ça bénéficie aux locataires. On peut se dire aussi qu'il y a des gens qui sont propriétaires d'un logement, qu'ils mettent en location et pour lequel le loyer permet juste d'équilibrer les travaux qu'ils ont à faire. Et que si on leur dit, en fait, si vous ne faites pas des travaux importants, vous n'aurez plus le droit de le louer, alors ils le loueront tout simplement plus. Et qu'on pourra avoir des centaines de milliers, voire des millions de Français en difficulté. Donc ce débat, il n'est pas aussi simple que ça. La production d'électricité en France, c'est 5% des émissions de gaz à effet de serre en France. Si on ferme les centrales à charbon, ce qui est prévu, on va encore baisser. Donc la production d'électricité en France, ce n'est pas un sujet climat. Personne n'envisage d'augmenter, exactement, c'est un sujet nucléaire, mais ce n'est pas un sujet climat. Personne n'envisage d'augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, un autre fait, sur la consommation d'électricité, j'écoutais vos débats hier, même si on augmente beaucoup les véhicules électriques, est-ce que c'est bien Papien, vous aurez le débat, mais même si on arrive à 15 millions de véhicules électriques en 2035, la consommation d'électricité ne va pas augmenter. C'est contre-intuitif, ce n'est pas moi qui le dis, c'est RTE, le réseau de transport d'électricité, qui fait des modélisations. Pourquoi elle ne va pas augmenter? Parce que la baisse de consommation qui est liée au LED, ces ampoules qui ne consomment moins, qui est liée à l'efficacité énergétique en général, à la rénovation des logements, même si ça ne va pas assez vite, fait plus que compenser la consommation des véhicules électriques. Donc on ne va pas augmenter la consommation d'électricité d'ici à 2035 dans tous les scénarios. Il n'y a aucun scénario où on augmente la consommation d'électricité. Donc la seule question qui se pose, c'est à quel rythme on ferme les réacteurs nucléaires au fur et à mesure qu'on développe les renouvelables. L'État a décidé de miser plutôt sur des exportations. Nous, on n'était pas d'accord là-dessus. Donc on va produire plus d'électricité pour l'exporter. Et par ailleurs, l'autre question, c'est par quoi on remplace ces anciens moyens de production, notamment ces réacteurs nucléaires. Est-ce que c'est par des renouvelables? Est-ce que c'est par du nouveau nucléaire, donc ce qu'on appelle les EPR? Clairement là-dessus, sur l'aspect économique, il n'y a pas photo. L'EPR de Flamanville, il n'a pas démarré, il coûte une fortune. Les énergies renouvelables, ça fonctionne, c'est en train de se développer et les coûts ne cessent de baisser, même si on ajoute le coût de la flexibilité, puisque vous savez qu'évidemment, certaines énergies renouvelables sont variables et ne fonctionnent pas tout le temps. Donc ce sont ça les questions. Par contre, ce ne sont pas des questions climat, ce sont des questions sur les systèmes électriques. Du point de vue du climat, la question, c'est la mobilité, le bâtiment, l'agriculture. L'électricité, elle ne produit quasiment pas d'émissions de gaz à effet de serre en France. Il n'est pas prévu d'augmenter ces émissions, au contraire de les baisser. Et concernant les entreprises, il y a aussi la question d'une forme de conditionnalité des aides publiques aux entreprises en fonction de leur impact sur l'environnement et de leur responsabilité sur l'environnement et leur impact social. Et puis je crois qu'il faut aussi, au-delà de l'incitation, il faut des règles pour contraindre
à condition que ce soit édicté dans un cadre démocratique, parce qu'une des choses qui pourrait nous emmener loin, c'est de considérer qu'il n'y aurait pas d'autre voie que la voie démocratique pour s'inscrire dans cette transition écologique. Et ça, il faudra qu'on tienne là-dessus. Je suis persuadé que c'est forcément dans un cadre démocratique, c'est-à-dire débattu, discuté et décidé le plus largement possible. Alors déjà, je voulais réagir sur les financements. En fait, la première chose à faire, c'est d'arrêter le plus vite possible les financements qui vont vers les énergies fossiles pour les réorienter vers ce qui va dans le bon sens de la transition écologique et énergétique. Il y a déjà des milliards qu'on pourrait réorienter et faire ces choix, c'est la première chose à faire. Et puis financer en général, on a un retour sur investissement finalement quand on investit dans les énergies renouvelables, quand on isole son logement. Mais il y a des domaines où l'argent public est nécessaire, c'est les infrastructures de transport collectif. Et on a parlé du train, on pourrait parler du fret ferroviaire, on peut parler des transports collectifs, des pistes cyclables. Là, il y a vraiment besoin d'argent public. Et sur la rénovation des logements des ménages précaires également, parce que souvent, ils n'ont pas le premier euro à mettre pour rénover leur logement. Sur la manière dont les choses sont faites et pourquoi il y a toujours des échappatoires, c'est toujours fait comme ça en fait. Malheureusement, c'est la manière de fonctionner. On a des lois, par exemple, la loi sur la transition énergétique de 2015 disait que quand on fait isoler son logement, quand on fait une rénovation de son logement, un agrandissement par exemple, on est obligé de faire une isolation en même temps. Donc c'est ce qu'on a appelé les travaux embarqués. Si vous faites des grands travaux, en même temps, vous rénovez. Si vous faites un ravalement de façade, quitte à mettre des échafaudages, vous allez aussi faire l'isolation par l'extérieur. Et là, vous aurez un retour sur investissement. Eh bien, il y a des gens qui ensuite, derrière, arrivent et détricotent le truc. Et dans les décrets, on arrive à oui, mais il y a des exceptions aussi, machin, et économiquement. Et du coup, c'est tout ce travail par derrière sur les textes réglementaires qui arrive à détricoter. Alors,